Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire de 2022 de l'IFJR. Alors, c'est un webinaire qui accueille aujourd'hui, enfin qui porte sur le thème pardon, de l'information des personnes victimes. Et je suis absolument ravie pour cela que nous accueillons Candice Deldegan, qui est la directrice adjointe de l'AMAV, association d'aide aux victimes qui est sur le département du Vaucluse, du 04 et de l'Ardèche, et Guylaine Michel qui est élève avocate et qui vont nous parler donc de l'information auprès des personnes victimes au sein de qui sont accompagnées par la MAV. On est très heureux à l'Institut de pouvoir vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Vraiment, c'est vraiment, on est très, très, très content de reprendre aussi. Et on a voulu commencer sur le thème de l'information pour beaucoup de raisons. D'une part, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un endroit où ça posait beaucoup de questions aux professionnels. Ça posait beaucoup de questions sur les terrains, et cette information et ce manque d'information était souvent un frein majeur pour la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Voilà. Ce droit à l'information, on va y revenir tout au long du webinaire. On va commencer d'ici pas longtemps. On attend encore que quelques personnes arrivent, mais normalement, vous êtes toutes et tous là. Juste pour rappel, le webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir avoir sur YouTube un replay que vous pourrez envoyer aux personnes qui ne pourront pas assister ou vous-même le revoir. Ensuite, je vous invite à ne pas à poser des questions dans le chat, dans l'onglet discuter. Nous allons prendre à la fin un temps pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir voilà, si vous en avez, si elles sont aussi en lien avec ce qui va être présenté. Et puis, on va vous envoyer aussi quelques liens, des liens qui sont liés à ce droit à l'information. Voilà pour ça. En petite introduction, donc la justice restaurative, elle est inscrite dans le Code de procédure pénale depuis 2014, et elle permet à des personnes qui ont été victimes et des personnes qui ont été auteurs d'infractions pénales de pouvoir bénéficier d'un espace de dialogue. Alors, c'est volontaire, confidentiel, et les personnes qui participent ne vont pas bénéficier d'une quelconque remise de peine ou de bénéficier d'avantages liés à la procédure. C'est confidentiel, et aussi c'est mis en œuvre par des professionnels qui sont formés. Ce droit à l'information, il est décliné sous l'article 10-2 du Code de procédure pénale, qui permet aux personnes qui sont victimes de pouvoir, au moment du dépôt de plainte, de recevoir l'information sur la justice restaurative, et aussi à l'article 707 quatrièmement du Code de procédure pénale. Au niveau de l'article 707 quatrièmement, on est sur l'information des personnes victimes au moment de l'exécution des peines notamment. Ces deux articles, ils sont complétés par deux décrets, un décret du 23 novembre 2021 et un décret du 20 décembre 2020, et ces deux du 21 décembre 2020, pardon, et ces deux décrets amènent aussi le fait que l'information sur la justice restaurative, cette proposition qui peut être faite aux personnes, peut être faite par le biais des magistrats. Donc voilà, dans un premier temps, pour des explications un petit peu génériques. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, Candice, pourquoi on a choisi de vraiment de vous présenter ce qui se fait au sein de l'AMAV sur l'information? Parce que, comme je vous ai dit au tout début dans cette introduction, c'est que l'information sur la justice restaurative auprès des publics justice, c'est souvent l'endroit, le moment où c'est le plus difficile. C'est ce qui pêche et ce qui parfois peine à permettre aux personnes de pouvoir participer à ces mesures. Donc, nous, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est une expérience d'information proactive auprès de personnes victimes en partant de structures, d'endroits où il y a des mesures de justice restaurative qui sont très, très, très régulièrement mises en œuvre. Donc, d'où le fait de pouvoir vous présenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que sans plus attendre, Candice, je vais te laisser prendre la parole pour pouvoir présenter ce que vous faites à la MAV, les raisons pour lesquelles la justice restaurative, pourquoi cette information, vous l'avez faite. Voilà, donc merci.
Oui, alors effectivement, dans le Vaucluse, nous travaillons depuis 2016 sur les programmes de justice restaurative et nous le faisons en étroite collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation depuis 2016 et la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2019, auquel nous associons aussi et nous pouvons compter sur le soutien des juges de l'application des peines et également du centre pénitentiaire du Pontet qui est sur notre département dans le Vaucluse. Donc c'est toujours un petit peu bizarre maintenant pour moi en fait d'intervenir seule et notamment sur ce webinaire qui va concerner en grande partie l'information des victimes, tant nous avons décloisonné nos pratiques et que nous travaillons de concert, SPIP, PJJ et AMAV, en soutien avec les juridictions sur vraiment des programmes pour les victimes et les auteurs, et notamment en termes d'information. Nous sommes en binôme, SPIP AMAV ou PJJ AMAV, pour faire l'information auprès des victimes et des auteurs. Nous avons vraiment décloisonné nos pratiques, mais je vais essayer de recentrer vraiment mes propos sur l'information qui est faite auprès des victimes. Effectivement, depuis 2016, donc, nous nous sommes lancés dans les programmes de justice restaurative et nous avons mené à bien, malgré la crise sanitaire, déjà 5 sessions de rencontres condamnées victimes avec des auteurs majeurs, donc avec le SPIP, sur les thématiques de vol avec violence, sur les infractions à caractère sexuel, sur les meurtres et tentatives de meurtre, sur les délits routiers. Nous avons une 6e qui est en fin de préparation, qui va débuter la semaine prochaine sur la thématique des violences conjugales. Et depuis 2019, donc, nous travaillons avec la PJJ de Vaucluse sur des mesures de médiation restaurative et également avec le SPIP. Depuis 2019, nous avons une 12aine de médiations restauratives en cours qui ont été stoppées pendant l'année 2020 côté SPIP en raison de la crise sanitaire. Donc, des programmes qui sont effectivement réguliers chez nous. Très rapidement, nous avons décidé qu'il ne s'agirait pas d'une expérimentation, mais d'une offre de service pour les personnes que nous accueillons, que nous prenons en charge, victimes comme auteurs. Et nous avons à cœur, en fait, de vraiment mettre des programmes de justice restaurative à la hauteur de nos possibilités, c'est-à-dire qu'on essaye d'organiser une session de rencontre condamnée victime, 1 à 2 par an, en fonction de nos possibilités, et des médiations restauratives. Nous avons donc une liste d'attente de personnes qui souhaitent intégrer des sessions de rencontre condamnées victimes, également pour les médiations restauratives, parce que nous avons un groupe projet qui est constitué d'une 15aine de personnes très actives, mais nous ne pouvons pas encore faire face à toutes les demandes auxquelles nous sommes confrontés dans notre département. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de l'aide aux victimes qui sont présents et je salue du coup tous mes collègues de métropole et des territoires d'outre-mer également, des DOM-TOM. Je vais dire beaucoup de choses qui vont être une évidence pour vous tous et vous toutes. Donc, je m'en excuse par avance, mais c'est important de reprendre la base et pourquoi effectivement, quel est l'intérêt d'informer les victimes de l'existence de ces programmes de justice restaurative et comment concrètement on fait chez nous, si ça peut aussi vous être utile pour vraiment débloquer chez vous des petits points de blocage. Et vous aurez mes coordonnées si par la suite vous souhaitez avoir effectivement plus d'informations sur la mise en place de tout ça. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser vraiment la place à Guylaine Michel derrière, qui va vraiment rentrer sur techniquement comment ça s'est passé, comment on a fait l'information pour les victimes de notre dernière session rencontre condamnées victimes sur la thématique des violences conjugales, avec ses spécificités aussi qui concernent cette thématique-là. Donc, ça va être, je vais lui laisser un maximum de temps parce que ce qui est important, c'est elle qui était sur le terrain, même si moi, sur d'autres sessions, j'ai pu aussi vraiment être sur le terrain. Mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment de l'écouter, elle. Mais voilà, quelques informations aussi peut-être avant de lui laisser la parole. La base, je suis juriste de formation, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Donc, voilà, la justice restaurative, elle a été érigée comme un droit dans le Code de procédure pénale, à l'article 10-1 du Code de procédure. Donc, à partir du moment où elle est un droit pour les personnes victimes comme auteurs, d'ailleurs, ça veut donc dire que pour nous, professionnels de l'aide aux victimes, c'est un devoir. C'est un devoir de les accompagner, en fait, et de les informer sur l'existence de cette justice restaurative, sur les programmes qui existent. Et c'est un devoir, à mon sens, pour nous, professionnels de la victime, de se former. Et on a la chance d'avoir l'IFJR, qui est un organisme de formation extrêmement compétent, qui, dans le Vaucluse aussi, dans la personne de Noémie Micoulet, justement, est notre superviseuse technique avec un ensemble d'outils. Quand on suit tous ces outils-là et qu'on a participé à leur formation, ça ne peut que fonctionner. Donc, ça me semblait important aussi de le rappeler.
Donc, je vous le disais, effectivement, c'est un devoir pour nous. Et effectivement, sur cette thématique des violences conjugales que va aborder Guylaine après moi, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable. Il y a des questions d'emprise. On sait que cette thématique, elle fait débat. La question de la médiation restaurative aussi peut faire débat. Pour autant, nous sommes des professionnels et nous devons, ce n'est pas parce que c'est inconfortable que nous devons exclure d'emblée un dispositif qui peut apporter énormément à des personnes qui sont extrêmement en détresse. Nous, comment on fonctionne dans le Vaucluse? Dès qu'on lance une session de rencontre condamné-victime, à la base, on est parti du coup plutôt de ce qu'on voyait sur le terrain. Maintenant, je vous le disais, on a une liste d'attente, donc on part des besoins du terrain exprimés, mais quand il a fallu se lancer, on avait fait un tour de table et le SPI, très rapidement, nous avait demandé de faire la première session sur cette thématique de violence conjugale. On ne se sentait pas de partir sur cette thématique-là. Donc, on est parti sur les vols avec violence et les autres thématiques que je vous ai déjà abordées. Et à partir de là, moi, je mets un point d'honneur à ce qu'on prenne donc la base de données des associations d'aide aux victimes via notre logiciel Inavem Progest à une file active de 2 ans. Donc, on sort toutes les victimes qu'on a reçues ou qu'on a contactées, qui apparaissent dans notre base de données sur les 2 dernières années. Et nous mettons un point d'honneur à contacter toutes les victimes de cette thématique pour leur expliquer, leur donner une information sur la justice restaurative et sur le fait qu'il y a un programme sur cette thématique qui va être mis en place pour leur laisser la possibilité par la suite d'avoir une information beaucoup plus complète par un binôme qui est composé de quelqu'un du SPIP et de la MAV, et par la suite qui pourra être dirigé vers les animateurs pour débuter la préparation, et si elle s'engage jusqu'au bout et qu'elle est toujours volontaire à partir sur les rencontres collectives. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, pourquoi ça me semble évident de le proposer systématiquement à toutes les victimes que l'on reçoit? Pour celles et ceux qui ont l'habitude d'accueillir des victimes dans le cadre de leur fonction, de les entendre, de les écouter, moi, ça me semble une évidence. Ça correspond vraiment à des attentes qu'elles ont. On a une citation qui nous tient à cœur à France Victimes, qui est sur le site de notre fédération et qui est de Paul Ricoeur et qui dit que derrière la vindicte populaire, les victimes, elles clament moins vengeance que récit. C'est la base. Elles ont vraiment besoin d'être entendues. Et on le sait aussi, la victimisation secondaire est assez importante. Le ressenti des victimes, alors si je ne parle pas de victimisation secondaire, mais de ressenti des victimes par rapport à la procédure pénale, ce sont des choses qui vont parler à beaucoup d'entre vous. Elles ont souvent le sentiment d'être exclues de la procédure, d'être dépossédées de leur histoire. Elles ont aussi parfois un sentiment de culpabilité, avoir déposé plainte, notamment dans le cas des violences conjugales, qui peut être parfois renforcé par l'accueil des policiers, de certains gendarmes. Elles ont peur de ne pas être crues, d'être entendues. Elles ont aussi une certaine image de la justice en laquelle elles croient et avec un certain idéal qui souvent du coup est mis à mal quand elles sont concrètement impactées et qu'elles rentrent dans cette procédure-là. Elles ont souvent besoin de protection et de réassurance qu'elles viennent chercher dans la justice et qu'elles ne trouvent pas forcément. Si on évoque le classement sans suite, c'est souvent vécu comme une négation des faits, et donc comme une négation de leur souffrance. La temporalité de la procédure aussi ne va pas être forcément la leur. En fait, tout ça, effectivement, sont des choses qu'elles vont aborder dans un cabinet seul, face à une psychologue. Elles vont parler de leurs émotions, de ce qu'elles ont traversé. Elles ont aussi beaucoup de questions sur le passage à l'acte. Moi, quand j'étais juriste en permanence, voilà, le nombre de victimes qui n'arrivaient pas à dormir, qui passaient en boucle l'histoire, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'aurais dû faire autrement, pourquoi moi, pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Enfin, il y a énormément de questions sur le passage à l'acte. Et tout ce que je viens d'aborder me semble effectivement y trouver une place, vraiment la bonne place, dans le cadre de programmes de justice restaurative, avec des programmes qui sont sécurisés, où les personnes sont extrêmement bien préparées et on va leur laisser la possibilité de libérer leur parole, de trouver de l'apaisement, de la reconnaissance dans ce qu'elles ont traversé, mais tout en même temps, au fur et à mesure des entretiens de préparation ou des rencontres, vont pouvoir dépasser ce statut de victime et s'en libérer, s'en détacher peu à peu. Autre point important pour les professionnels de l'aide aux victimes, je trouve que proposer un dispositif de justice restaurative, en fait, c'est aussi dans la continuité
de la prise en charge des victimes que l'on fait. On leur propose un soutien psychologique, un accompagnement socio-judiciaire, juridique, de rencontrer l'assistante sociale. Il faut que dans notre offre de services, nous soyons en capacité de leur offrir cette possibilité d'être accompagnés dans un programme de justice restaurative. C'est comme ça qu'on le construit, en tout cas dans notre département. Et ça m'a d'autant plus sauté aux yeux quand on a commencé à beaucoup travailler avec les SPIP et la PJJ. Ce sont des institutions pour moi qui ont des offres de services très larges pour leur public, des groupes de parole, des excursions, des randonnées. Et ça m'a surpris de me dire que, en tout cas moi, dans l'association dans laquelle je travaille, on n'a pas beaucoup d'offres à proposer aux victimes. Et puis si je vais même plus loin, étant donné que j'ai été juriste pendant 10 ans, dans un service d'aide aux victimes, au bout d'un moment, dans ma pratique professionnelle, je me suis dit, cantonner les victimes à un volet indemnitaire dans la procédure, à se constituer partie civile et recevoir une somme d'argent, mon Dieu, que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elles ressentent et à ce dont elles ont besoin pour se reconstruire, aller de l'avant. Parfois, elles nous le disent, quand elles ont été victimes d'atteintes à leur personne ou qu'elles ont perdu un proche, que c'est un peu violent d'être cantonnées à une somme, à une indemnisation. Et voilà, donc pour toutes ces raisons-là, ça me semblait, j'avais le sentiment en tant que juriste que cette justice restaurative, elle allait me permettre de les accompagner jusqu'au bout du processus et les faire sortir aussi de ce statut de victime. Donc voilà un petit peu toutes les raisons que je souhaitais vous rappeler et aussi vous dire que même si les rencontres n'aboutissent pas, c'est-à-dire si les personnes qui sont intéressées après l'information qu'on reçoit une fois ou plusieurs fois dans le cadre des entretiens de préparation et qu'elles ne vont pas au bout, et on en a quelques-unes d'expérience, cette préparation, elle est source d'apaisement quand même et de restauration et de cheminement pour les personnes qui y trouvent quelque chose. Et le cadre qu'on leur apporte est extrêmement rassurant. Et ce qui est intéressant, et je suis peut-être déjà en train d'empiéter sur les explications de Guylaine, mais quel que soit le temps de la procédure pénale, elles y trouvent quelque chose. Nous, on a eu beaucoup de défiance à faire participer des victimes en pré-sententiel. C'était plus simple pour nous de travailler sur le post-sententiel quand on s'est lancé dans ces dispositifs en 2016. Et l'expérience nous a montré qu'on avait tort, et notamment pour des victimes qui vont participer à ces programmes en pré-sententiel avant jugement, quand il y aura procès. Le retour qu'elles nous fait, c'est qu'elles se sentent prêtes d'affronter le procès, qu'elles se sentent prêtes de retrouver, d'être confrontées de nouveau à l'auteur. Elles se sentent beaucoup plus fortes pour aborder, et il y a beaucoup moins d'appréhension pour le reste de la procédure. Merci beaucoup, Candice. Pour présenter le travail de Guylaine, pour que ce soit, pour donner un peu cette information à tout le monde, ce qui s'est passé, c'est que Guylaine a fait un stage dans le cadre de son stage PPI au sein de l'association AMAV, puis au sein de la PJJ et au sein de l'IFJR. Et dans le cadre du stage qu'elle a fait au sein de la MAV, elle a pu participer à l'information proactive de personnes victimes dans le cadre du dispositif mis en œuvre sur les violences conjugales dans le cadre de rencontres condamnées victimes. Et on a voulu poursuivre, nous, à l'Institut, parce que pour un vrai intérêt au regard de la synthèse, des retours, des expériences que Guylaine pouvait fournir, de conventionner avec la MAV pour pouvoir permettre, pas tout le temps, mais de pouvoir continuer cette information-là auprès des personnes victimes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aussi tous les trois. Oui, Candice ? Une précision, effectivement, je l'ai dit au démarrage, moi je mets un point d'honneur à ce qu'on contacte toutes les victimes concernées par la thématique. Pour cette thématique des violences conjugales, ça a été impossible. Et très rapidement, on a eu besoin du soutien de Guylaine, qui était stagiaire chez nous, pour nous aider à faire face au nombre de victimes qu'il y avait à contacter. Le jour où j'ai sorti notre base de données de notre logiciel, j'avais 1500 noms de victimes contactées sur ces 2 dernières années. Et je savais très bien que le jour où je sortais cette liste, j'avais de nouveau 30 victimes qui allaient l'abonder jour après jour. Et c'est la première fois qu'on s'est retrouvé confronté à l'impossibilité de contacter toutes les victimes de violences conjugales pour leur proposer ce programme-là. Et encore merci à Guylaine pour son travail. Et je te laisse prendre la suite. Oui. Donc, est-ce que tu veux, Guylaine, que je mette le PowerPoint maintenant ? Oui, tu peux le mettre maintenant. Super. Après les prophètes, la parole est aux disciples, j'ai envie de dire.
D'ailleurs, Candice, tu me remercies, mais voilà, je remercie. Je commence par ça parce que sans ça, j'aurais pas pu faire tout ce travail. Je voulais remercier Candice de m'avoir fait confiance dès le début et Noémie pour appeler toutes ces victimes. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la MAV, j'étais à l'école d'avocat que je venais d'y rentrer et j'avais été formée au module 1 de l'IFJR sur l'information et la sensibilisation à la justice restaurative. Et à ce moment-là, c'était mon seul bagage que je n'avais pas encore mis en pratique. Donc, Candice m'a proposé effectivement d'appeler les personnes qui étaient sur cette liste de victimes de violences conjugales, donc environ 1539 personnes, il y a le chiffre ici sur le PowerPoint. J'espérais pouvoir au moins couvrir la moitié de la liste. Finalement, en tout, c'est ce qui ressort du premier tableau que je vais commencer à vous présenter. Le premier tableau à gauche nous montre que donc j'ai pu contacter presque 250 personnes sur une période de 12 semaines où j'étais à mi-temps. Donc voilà, environ 3 mois à mi-temps à faire exclusivement ce travail. Donc j'ai pu contacter environ 250 personnes. Il y en avait 150 qui étaient hors champ parce qu'en fait, on avait décidé que j'appellerais donc que les personnes qui habitaient encore dans le département pour pouvoir leur proposer une offre concrète de justice restaurative. Donc ça exclut voilà, celles qui avaient déménagé, celles qui n'avaient pas de numéro et d'autres détails comme ça. Et sur ces 250 personnes, il y en a environ 200 à qui j'ai pu apporter une information sur la justice restaurative, soit par le biais d'un entretien avec elle, soit par le biais d'un message vocal. Donc voilà, j'ai laissé, comme je notais, 98 messages vocaux. Sur ces 98, il y a 8 personnes qui ont rappelé pour avoir une information plus détaillée. Il y a également donc, des personnes que j'ai essayé de contacter en vain parce que avec cette thématique des violences conjugales, déjà, il arrive souvent que les personnes finissent par changer de numéro, d'où les numéros non attribués en partie. Et il y a également des entretiens qui ont eu lieu à l'origine pour faire une information à la justice restaurative. Et finalement, la situation de la personne au moment où je l'appelais était telle que ça s'est transformé en information exclusivement d'aide aux victimes parce qu'il n'y avait pas lieu sur le moment de lui faire une information à la justice restaurative. J'y reviendrai plus tard. Donc, pour vous donner juste la raison de ces chiffres, au début, quand j'ai pris cette liste de personnes à appeler, je pensais que ça s'apparenterait plus à une démarche de phoning, un petit peu à la chaîne, entre guillemets. Et finalement, au fur et à mesure des contacts que j'ai pu avoir avec ces personnes, je me suis rendu compte que souvent, pour elles, c'était un moment où elles se livraient à moi. Et je les écoutais, je leur laissais aussi le temps de se livrer. Je n'avais pas exclusivement en tête l'objectif de leur délivrer l'information et point à la ligne. Et c'était aussi un moment où moi, je pouvais leur apporter d'autres informations sur les deux victimes, etc. Donc, ça s'est transformé en entretiens assez longs, à la fin desquels je me suis dit qu'il y avait des récits qui pouvaient être intéressants à relever. Et donc, j'ai commencé à rédiger des comptes rendus de ces entretiens systématiquement. Et au bout de plusieurs comptes rendus, je me suis dit, il y aura certainement une synthèse à faire. On en a discuté avec Candice de l'intérêt de ce travail. Et donc, ça a donné lieu à une synthèse, à un bilan pratique, entre guillemets, de tout ce travail-là. Et avec le relevé de chaque entretien, l'intérêt de sortir aussi des chiffres sur l'intérêt des personnes est apparu assez vite parce que je me suis rendu compte, et c'est ce que je vais vous présenter par la suite, que quel que soit finalement le stade de la procédure pénale où en était la victime, quelle que soit l'ancienneté des faits qu'elle avait subis, quel que soit aussi le nombre de contacts qu'elle avait eu avec l'association, parce que c'était très variable. Parfois, il y avait quasiment rien, juste un message vocal, parfois beaucoup d'entretiens et une vraie connaissance mutuelle. Et quelle que soit aussi l'ambivalence de la situation des victimes de violences conjugales, finalement, il y avait un intérêt assez constant pour la justice restaurative. Donc, dans le deuxième tableau qui est à droite, on peut voir que sur les 100 entretiens que j'ai pu mener avec des personnes victimes de violences conjugales, il y en a donc 33 intéressés et 20 qui ont souhaité participer, ce qui nous donne en fait, pour vous donner une idée, 53 personnes sur 100 qui ont été réellement intéressées
jusqu'à vouloir participer la première fois qu'elles ont eu l'information sur la justice restaurative. Ensuite, on a des personnes neutres, donc c'est des personnes à qui j'ai donné l'information, qui m'ont remercié la plupart du temps et qui m'ont dit qu'elles ne ressentaient pas le besoin ou que pour l'instant, voilà, c'était pas à propos. Ensuite, j'ai eu 21 personnes donc non intéressées qui me disaient qu'elles étaient passées à autre chose, que c'était pas pour elles, etc. Et finalement, dans la catégorie hostile, il y a 4 personnes qui sont en fait des personnes qui ont manifesté souvent de la colère, de la surprise ou des craintes quand je leur ai donné l'information sur cette possibilité de dialoguer avec des auteurs qui ont rejeté vraiment l'information en disant que c'était malsain ou que c'était dangereux pour elles, etc. L'entretien ne s'est pas forcément terminé là-dessus, mais en tout cas, c'est la façon dont elles ont reçu cette information. Je n'ai pas précisé, mais quand je mets participantes, c'est donc des personnes qui, dès le premier entretien, ont souhaité bénéficier d'une mesure de justice restaurative, que j'ai donc notées sur la liste d'attente, qui ont été orientées au groupe projet du 84, pour avoir la plupart du temps ensuite un entretien d'information un peu plus approfondi, comme le disait Candice, avec un binôme informateur. Ensuite, ça a résulté en une orientation ou non vers le binôme d'animateurs. Noémie, tu peux passer au tableau d'après. En page, je pense que tu peux passer en page 3. Voilà. Donc, ces 2 grosses bulles, je vais passer très vite fait, c'est pour présenter en fait exactement qui est-ce que j'ai informé. Donc, on voit principalement des victimes de violences conjugales. Il y en a eu 95. Il y en a eu 6 autres où je n'ai pas pu faire l'information, comme je vous disais, parce que leur situation n'était pas adéquate sur le moment. Et ensuite, il y a eu 5 personnes que j'ai informées qui n'étaient pas victimes de violences conjugales, mais d'autres infractions. Ce qui a été important aussi pour moi de relever dans tout ce travail, c'était le fait que l'information à la JR et l'aide aux victimes qui peut être apportée en parallèle sont très liées, sont très importantes et influent, disons que l'aide aux victimes que j'ai pu apporter sur le moment et le sentiment de sécurité, de confiance et de protection aussi que ça a pu apporter aux victimes, a, je pense, influencer aussi la manière dont elles ont reçu l'information sur la justice restaurative. Donc, j'ai détaillé un peu sur les 106 entretiens donc, que j'ai pu mener, puisque je vous disais, il y avait aussi des victimes d'infractions autres que des violences conjugales. Sur ces 110 entretiens, 60% ont été vraiment réservés exclusivement à la justice restaurative. Et en tout, il y a eu donc quasiment 40% des entretiens qui contenaient également de l'aide aux victimes. Donc, pour détailler un peu, quand je parle d'aide aux victimes, ce sont des orientations vers les juristes de la MAV. Il y en a eu 34, donc c'est une immense majorité. 34 orientations vers les juristes. Il y a eu 12 orientations qui ont été faites vers la psychologue de la MAV aussi. Et ensuite, 11 orientations qui ont été faites vers l'assistante sociale. Quand je dis orientation, c'est des personnes pour qui j'ai transmis l'information à mes collègues. Ce sont aussi des personnes qui ont pu être orientées vers le groupe projet pour la justice restaurative ou qui ont été intéressées. Ce n'est pas exclusif. Pour moi, ça a été important de connaître véritablement comment fonctionnait la MAV lorsque je faisais l'information aux victimes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça me permettait de savoir quelle aide on pouvait proposer aux victimes qui en exprimaient le besoin. Donc, pour faire les orientations adéquates vers juriste, psychologue ou assistante sociale. Ça me permettait aussi de réorienter la personne si en fait elle me demandait quelque chose qui n'était pas du ressort de la MAV, typiquement de l'aide aux étrangers, etc. Et ça me permettait aussi de savoir vers qui faire remonter l'information lorsqu'il y avait des situations où la victime était en danger et qu'il fallait intervenir urgemment. Et dans ce cas-là, je savais que je pouvais l'adresser à Candice qui a toujours été disponible pour me recevoir, m'aider et m'écouter là-dedans. Je pouvais parler de la situation en réunion d'équipe. J'ai pu aussi parler une fois d'une situation avec la directrice. Donc, ça pour dire que tout ce cadre structurant et soutenant autour de
l'action d'informer les victimes sur la justice restaurative était vraiment nécessaire pour moi. Je vais passer un peu plus vite parce que sinon, je n'aurai pas assez de temps. Donc, ensuite, voilà, j'ai voulu faire un tableau sur le rapport entre l'intérêt pour la justice restaurative et le stade de la procédure pénale où en étaient les victimes. Ça, c'est des informations que je pouvais trouver soit dans le logiciel de l'association des deux victimes qui répertorie les données, soit que les personnes me disaient au téléphone. Donc, ce qu'on peut relever assez rapidement sur ce tableau qui est quand même assez dense, c'est que donc 55% des personnes qui ont été contactées avaient déjà obtenu une décision judiciaire au moment où je les ai appelées pour les informer sur la justice restaurative. Donc, pour elles, la procédure pénale était terminée en quelque sorte. Ensuite, il y avait 53% des personnes, c'est ce qu'on voit tout à droite. 53%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, des personnes que j'ai contactées qui étaient intéressées. En tout, indépendamment du stade de la procédure pénale. Ensuite, alors, hop, parce que j'ai reçu la question. La majorité des personnes qui avaient déjà obtenu un jugement ont souhaité participer à une mesure de justice restaurative, une fois la procédure pénale derrière. Et ensuite, deux derniers constats qu'on puisse faire, c'est que la majorité des personnes aussi qui avaient reçu l'information après le dépôt de plainte, donc soit juste après, soit quelques temps après, mais en tout cas lorsqu'il n'y avait encore ni jugement, ni audience, ni classement sans suite ou autre, ces personnes, en majorité, en présententiel, étaient intéressées par la justice restaurative. Donc encore une fois, finalement, qu'on soit avant ou après le jugement, on peut se dire l'un n'influence pas sur l'autre. Et enfin, en ce qui concerne les personnes, donc c'est tout ce qui est en vert gris, toutes les personnes pour lesquelles il n'y a pas eu de procédure pénale ou pour lesquelles ça n'a pas abouti, donc pas de dépôt de plainte, classement sans suite, ou alors un désintérêt de la procédure pénale, ce sont les personnes qui sont passées à autre chose, souvent. Pour elles, 42% pardon, de toutes ces personnes étaient également intéressées par la justice restaurative. Ensuite, tu peux passer à la page d'après, s'il te plaît. Et je pense que je terminerai par là avec les chiffres. Toujours, finalement, pour montrer, c'est pas une démonstration puisque ce ne sont que des constats, mais ces chiffres montrent toujours qu'en fait, l'intérêt pour la justice restaurative ne dépend pas non plus forcément de l'ancienneté des faits, puisque entre les personnes qui avaient pu être violentées il y a moins d'un mois, je recevais 50% d'intérêt sur ces personnes-là. 50% des personnes étaient intéressées par la justice restaurative, donc la moitié. Et à l'autre extrémité, pour les personnes pour qui les faits remontaient à 2 ans ou plus, de nouveau, plus de la moitié qui étaient intéressées par l'idée d'accéder à la justice restaurative. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout du long, donc, entre les personnes pour qui ça remonte à 2 ans, 1 an, 3 mois ou moins d'un mois, l'intérêt varie toujours autour de la majorité, entre 45 et 60%. Donc, pour moi, ça a été une surprise, honnêtement, parce que j'aurais pensé de prime abord que les personnes qui seraient intéressées par la justice restaurative étaient soit celles qui avaient déjà obtenu un jugement, soit celles qui avaient été déçues par la justice, donc qui avaient souvent aussi un classement sans suite ou qui avaient fini par retirer leur plainte ou quoi que ce soit. Je ne suis pas exhaustive. Je pensais que ce serait plutôt ces personnes-là qui seraient plus intéressées. Finalement, il s'est avéré que pas spécialement, ça touchait tout le monde. Ce qui me permet de faire la transition avec comment est-ce que moi j'ai fait pour informer cette personne-là, puisque à la base, toute débutante que j'étais, j'ai commencé par vouloir chercher le profil de la victime parfaite, entre guillemets, pour commencer à appeler. Donc, en regardant dans la base de données, je cherchais la personne pour qui les faits seraient anciens, mais pas trop, qui aurait eu un certain contact avec l'association, etc. Finalement, je me suis rendu compte rapidement que d'une part, il n'y avait pas forcément de profil parfait. Et puis, je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure que ce que je pensais être quelqu'un qui pourrait être intéressé, il n'était pas forcément. Et inversement, quand j'imaginais qu'il n'y aurait pas d'intérêt et que je me ferais envoyer
envoyé peut-être. C'était pas forcément le cas, voire pas du tout. Donc, comme je vous disais, c'est des personnes que j'appelais aléatoirement, finalement. Au fur et à mesure que les ans sont venus, j'ai commencé à les appeler vraiment aléatoirement sur la liste. Donc, je tombais sur des personnes pour qui il y avait quasiment aucune connaissance de leur situation. Quand j'appelais, je ne savais pas où elles en étaient par rapport aux faits, à ce qu'elles avaient vécu. Je ne savais pas où elles en étaient par rapport à la procédure pénale. Je ne savais même pas si elles avaient eu un bon contact avec la MAV ou non. Donc, ça m'a amené à être très, très flexible et au fur et à mesure des entretiens, à cerner quelles informations il était important que je donne en premier pour que la personne reçoive l'information sans que ça la remue, en fait, de façon neutre. Donc, ce que j'ai relevé moi, avec ma propre expérience, hein, qui n'est que mon expérience, c'est qu'en commençant l'entretien ou le message vocal en disant 4 éléments précisément que je vais vous dire, 4 éléments précis, la personne ensuite acceptait l'idée, on va dire, de dialoguer avec des auteurs, ce qui n'est pas forcément le cas de prime abord. Donc, je commençais à leur dire que c'était une mesure à laquelle elles avaient le droit, que c'était légal. Ensuite, que c'était une mesure qui est indépendante de la procédure pénale, qui n'avait pas d'impact dessus. Que ces mesures visaient à leur permettre de se reconstruire, de s'apaiser suite à ce qu'elles avaient vécu. Et ensuite, que c'était des mesures auxquelles elles pouvaient avoir recours avec des professionnels, c'est des personnes formées qui accompagnaient tout du long. Et ensuite, je leur disais qu'il s'agissait de leur permettre, dans ce cadre-là, de dialoguer, si elles le souhaitaient, avec des auteurs de violences conjugales. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en disant les choses dans cet ordre-là, l'idée du dialogue était acceptable et entendable. Pour certaines, ça l'était dès le début, pour d'autres, ça ne l'était pas toujours, mais en tout cas, il n'y avait pas de réaction, il y avait beaucoup moins de réactions hostiles. Donc ça, c'est voilà, ce que j'ai compris au fur et à mesure. Les premiers mots à dire. Ensuite, donc, comme je vous disais, j'ai eu des réactions diverses et variées, dont j'ai essayé de me détacher parce que j'avais aussi conscience que ce n'était pas forcément des émotions liées à l'idée de justice restaurative, mais aussi à leur propre histoire et là où elles en étaient. Ce qui était important pour moi de garder en tête. Et ensuite, quelles que soient les émotions, surtout les plus fortes, ce que j'ai compris, c'est qu'en laissant la place à l'écoute, quand je parlais des professionnels, c'est certainement une évidence. Pour moi, ça ne l'était pas encore à ce moment-là, en laissant place à l'écoute, à la bienveillance finalement. Une fois que l'émotion était sortie, il y avait toujours matière à discuter. Et même avec les personnes les plus hostiles à la justice restaurative, finalement, on clôturait la conversation. Soit je leur laissais la possibilité de mettre fin à l'appel ou qu'on se rappelle plus tard. Soit simplement on en discutait, je leur expliquais et puis elles finissaient, enfin, elles comprenaient toujours en fait que certaines personnes puissent en avoir besoin, mais qu'en tout cas, ce n'était pas leur cas. Voilà, donc moi ce que j'ai relevé, c'est que le plus important dans tout ça, c'était pas forcément toutes les informations que j'allais leur donner. Je savais très bien qu'elles n'allaient pas forcément se rappeler de tout parce que c'est assez dense et comme c'est quelque chose de très nouveau, la personne ne se souvient pas de tout. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, ce que j'ai compris plus tard, c'est que ce qui comptait surtout, c'était le ton sur lequel je le donnais. Et que peu importe si j'étais professionnelle de la justice restaurative ou non, parce que je n'étais pas, finalement, l'idée, c'était qu'elles retiennent l'expression, qu'elles comprennent qu'elles ne seraient pas en danger avec ça, qu'elles comprennent qu'elles pouvaient y avoir recours quand elles le souhaitaient, et que si elles voulaient en savoir plus, elles pouvaient toujours nous contacter. Pour moi, c'était l'essentiel qu'elles devaient retenir. Finalement, j'ai pu accompagner le binôme d'informateurs dans les entretiens d'information plus approfondis avec les personnes qui ont souhaité en avoir un. Et on commence l'entretien généralement en demandant à la personne ce qu'elle a retenu du premier coup de fil que je lui ai passé. Et systématiquement, la personne disait « je ne me souviens plus, je me souviens simplement qu'on a voulu m'aider ou qu'on m'a tendu la main ». Donc, je dis « bon, c'est ce qui compte finalement ».
finalement, on est là et elle est dans cet état d'esprit. Je pense que c'est le principal. Il y a beaucoup plus de précisions sur ce que j'ai fait dans le bilan pratique auquel je pense que vous pourrez avoir accès. Je ne suis pas exhaustive, mais il y a quand même un point encore, 2 points sur lesquels je voulais rapidement passer. C'est sur le fait que, en tout cas, quand j'ai fait cette information sur la justice restaurative, c'était très important de connaître la procédure pénale parce que d'une part, souvent, il y avait des questions à ce sujet-là de la part des victimes. Parce que je commençais les entretiens toujours en leur demandant comment elles allaient depuis le dernier contact. Et souvent, elles me répondaient en me disant voilà, un peu où elles en étaient par rapport à ça. Et ça amenait des questions. Donc, connaître la procédure pénale pour pouvoir un petit peu soit répondre à leurs questions, soit orienter. Et principalement aussi être très clair sur l'indépendance entre la procédure pénale et la justice restaurative, parce que ça, c'est une confusion assez fréquente aussi. J'ai eu des personnes qui me demandaient alors, est-ce que c'est pour s'aider à se préparer au procès est-ce que ça va me permettre de mieux parler? Est-ce que pas mal de confusion. Est-ce que ça va faire avancer ma plainte? Voilà, pas mal de confusion. Donc, de bien être clair sur l'indépendance des deux. Je pense que pour le coup, c'est un prérequis avant d'appeler des personnes victimes. Et puis ensuite, sur les questions qu'elles pourraient poser, dans tous les cas, savoir qu'on peut orienter. Moi, j'essayais de pas répondre, vraiment de jamais répondre à une question à laquelle j'avais pas forcément la réponse, simplement de pouvoir orienter vers les collègues de la MAV. Et ça rejoint mon dernier point qui était que ce qui m'a permis aussi de faire tout ce travail, qui était dense dans le nombre d'appels que j'ai passés, qui était dense aussi en émotion, parce que j'ai reçu beaucoup de choses et que forcément ça m'a impacté aussi à un moment d'entendre autant de souffrance. Mais la garantie principale que j'avais, c'était que j'étais entourée de professionnels, j'étais entourée de gens de l'équipe de la MAF qui étaient toujours à l'écoute quand j'avais soit des questions à leur poser, soit je ne comprenais pas un comportement, soit voilà, discuter par la suite d'une situation à laquelle ils avaient déjà eu affaire, etc. J'ai été deux fois face à des personnes vraiment en situation de grande détresse et ça nous a permis avec Candice de faire le nécessaire auprès du parquet. Donc voilà, vraiment avoir ce ressort-là derrière, de se dire, bon, j'appelle la personne, mais je ne suis pas sans filet. Si elle a besoin d'aide, il y a de l'aide dans la porte à côté, je peux l'orienter. Et puis, si moi, j'ai besoin d'aide, j'ai aussi des gens autour de moi qui sont professionnels et qui sont ouverts à tout ça, qui étaient prêts à m'accueillir. Il y avait une chose aussi qui était importante, et ce sera vraiment la dernière, c'est que il y avait le groupe projet de justice restaurative du 84 qui a toujours été présent, qui a toujours accueilli les orientations que je leur ai faites, qui m'ont laissé la place avec eux pour pouvoir justement les accompagner au cours des entretiens d'information approfondie, qui ont enrichi ma connaissance de la JR, qui ont permis de faire des meilleures informations par la suite. Et une des choses qui était importante, c'était qu'en sachant que les orientations que j'allais faire allaient être sérieusement prises en charge et que je vendais pas l'impossible en fait. J'informais des personnes sur quelque chose qui allait pouvoir se réaliser par la suite, à laquelle il pouvait y avoir une réponse. Ça me permettait de le faire sereinement, en confiance, et c'était vraiment important en fait. C'était essentiel. Voilà, j'ai fait un petit tour. J'aurais voulu vous en dire plus, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Et puis laisser la place aux questions. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci beaucoup, Guylaine. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça. En effet, il y a pas mal de questions dans le chat. On va les prendre, alors qui sont liées à ton intervention, à celle de Candice, mais on va les poser de manière générale. La question qui se posait, c'était est-ce qu'il y a des contre-indications alors, pour les agresseurs et les agressés. Alors, je dirais une contre-indication pour être informé sur la justice restaurative, il n'y en a pas. Du moment qu'une personne est concernée par la commission d'une infraction, qu'elle ait été victime, qu'elle ait été auteur ou les deux, il n'y a pas de contre-indication à pouvoir
à pouvoir le faire. S'il y a des questions de contre-indication, est-ce qu'il y a des... Donc, la deuxième, c'était est-ce que les personnes rencontrent-elles toujours un psychologue avant la rencontre agresseur-victime? Un point par rapport à ça, c'est que les personnes sont préparées. Donc, il y a à la fois un temps de préparation très important individuel pour toutes les personnes qui vont participer à ces mesures, mais aussi elles peuvent saisir la possibilité d'avoir accès à un psychologue de manière ponctuelle le temps de la préparation, si nécessaire, mais ce n'est pas une obligation. Guylaine, je te laisse prendre la parole. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose parce que peut-être que j'ai induit de la confusion quand j'ai dit qu'il y avait 6 entretiens où j'ai appelé la personne pour l'informer sur la justice restaurative. Finalement, je ne l'ai pas fait du fait de sa situation. Simplement parce qu'en fait, il y a 2 cas, comme je vous disais, les cas les plus extrêmes, c'était des personnes qui étaient encore sous le coup de la violence de leur conjoint, ex-conjoint. Il y en avait une qui était séquestrée, en fait, je pense qu'on peut le dire. Voilà, où, par la suite, on a fait le nécessaire, mais en fait, face à sa détresse, sur le moment, elle ne pouvait pas forcément entendre ni retenir même, en fait, cette information-là. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime très bien, Candice. C'était vraiment des personnes pour qui je me suis dit, en fait, là, il faut d'abord qu'on l'aide à sortir de là. Et ensuite, on pourra lui dire qu'elle a droit à la justice restaurative. Alors, il y a peut-être une question, Candice, à laquelle tu pourrais répondre. Alors, c'est en lien avec, surtout avec la question des violences conjugales. C'était de dire comment pallier la réticence du droit à mettre en place une médiation restaurative au regard des violences conjugales. Donc, si tu peux apporter des éléments de réponse, mais Oui, voilà. ce sera que des éléments de réponse et puis des choses qui m'habitent profondément, en fait. C'est que quand on est au contact de victimes en détresse, on ne peut pas faire autrement qu'essayer de les accompagner et d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour les accompagner. Et si la justice restaurative, c'est une porte d'entrée, tant mieux aussi. Et cette information, je crois que Guylaine, elle l'a dit, il y a des informations qui ne se sont pas soldées par des participations à des rencontres. Il y a certaines qui ont eu la préparation et qui n'ont pas été au bout des échanges. Et ça leur a apporté énormément. On a des personnes aussi pour lesquelles le cadre d'intervention de la justice restaurative n'était pas adapté parce qu'en fait, elles étaient plus dans la recherche d'une médiation conjugale, d'une reprise de la vie commune, mais pour autant, ça nous a permis, ce sont des personnes qui s'étaient éloignées de tous les services d'aide possibles, sociaux, sanitaires, psychologiques, psychiatriques, et qui, grâce à cet appel, ont déjà repris contact avec notre structure et ont pu, par cet appel de confiance, cette main tendue, comme tu l'as dit aussi, Guylaine, à juste titre, se dire d'accord, oui, j'ai besoin d'aide et votre appel va me permettre de remettre des choses en place. Et sur cette médiation, alors je pense qu'il faudrait lire, il y a beaucoup de choses à lire sur cette question-là. On essaye aussi d'être très précautionneux. Dans le groupe projet du Vaucluse, il y a énormément d'échanges. Il y a beaucoup de SPIP aussi qui se questionnent sur cette thématique-là, sur les précautions qu'il y a à prendre, sur les enjeux, les risques d'emprise. Mais si vous voulez, ces réticences, elles viennent beaucoup des professionnels, pour moi, je parle que de mon expérience, hein, qui ne sont pas au contact avec les victimes. C'est assez marrant de voir qu'à l'association des 2 victimes, ça nous paraît une évidence. Alors faites-nous confiance, on est au contact de ces personnes-là tous les jours. Et une médiation restaurative, elle ne vise pas à une rencontre physique entre l'auteur et la victime. Il y a beaucoup d'échanges qui se font de manière indirecte et il y a beaucoup de médiations qui n'iront pas jusqu'à des échanges de toute façon. Et pour autant, ce cadre-là sécurisé va apporter quelque chose. Et ce qui m'a beaucoup surprise aussi, je vous le disais, on était un peu réticents, nous, il y a 4-5 ans, pour partir sur les violences conjugales. Quand on a commencé à faire des ciné-débats dans le cadre de la Semaine internationale de la justice restaurative, quand on a commencé à mettre des plaquettes, des affiches dans les centres sociaux, les mairies, les tribunaux, les commissariats, les gendarmeries, on a eu énormément d'appels de victimes de violences conjugales. Et du côté SPIP, chez nous, dans le Vaucluse, ils ont eu beaucoup de personnes incarcérées, notamment sur cette thématique-là, qui ont demandé à rencontrer leur CPIP et d'être orientées vers notre groupe de justice restaurative. Ce sont donc des personnes qui sont en demande, qui ont besoin. Et il faut se rassurer, le cadre de la justice restaurative, je répète, le cahier
des charges qui a été élaboré par l'IFJR, les formations, les supports techniques, la supervision technique que les coordinatrices dans chaque antenne de l'IFJR peuvent vous apporter. Tout ça, ce sont des garanties qui sont vraiment suffisantes pour les accompagner et vraiment qu'on ne prenne aucun risque pour ces publics-là, victimes comme auteurs, à aller plus en amont, en avant dans la mesure de justice restaurative, qu'elle soit une rencontre condamnée-victime ou une médiation restaurative. Et ça nous oblige aussi à professionnels, sous couvert de se dire attention emprise, attention phénomène, notre posture professionnelle, nous devons d'être vigilants. Oui, mais ça, on l'est de base, mais pour autant, il faut qu'on sorte de cette posture-là professionnelle aussi, de nos attentes à nous, et qu'on laisse la place aux besoins, aux attentes des personnes. Et quand elles vous demandent de les accompagner, vous avez un cadre sécurisé pour le faire, on le fait. Et notre expérience dans le Vaucluse, c'est qu'on a aussi beaucoup de personnes qui ont arrêté en cours de préparation parce que le cadre n'était pas le bon. Mais en même temps, ce n'est pas la même chose que de venir de les accueillir, de leur présenter ce droit, de commencer la préparation et de leur faire comprendre par elles-mêmes qu'en fait, ce n'est pas le bon cadre et ça ne correspond pas aux attentes qu'elles ont, mais qu'on peut les orienter vers d'autres dispositifs ou d'autres choses. Et c'est un outil en complément de la thérapie qui est en cours à l'unité de victimologie chez nous, auprès de psychiatres ou de psychologues ou d'infirmiers. C'est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas la panacée, ça ne va pas régler le problème d'emprise dans lequel elles peuvent être encore, mais c'est un outil supplémentaire, à mon sens, dont il ne faut pas se priver. Alors, il y avait une autre question, peut-être Guylaine, ton rapport, mais peut-être une idée, une impression. Il y avait la question du délai entre la date des faits et l'information, l'intérêt pour la JR peut-elle être reliée à l'aspect autour de la gravité des répercussions que les personnes, elles vivent? J'aurais tendance à dire que non. Après, c'est-à-dire qu'une personne, il faut nuancer parce qu'une personne pour qui les faits sont très récents, les répercussions n'ont pas encore forcément surgi, ou en tout cas pas en entier. J'ai souvenir de l'information que j'ai faite à une victime de violence conjugale juste après qu'elle ait déposé plainte. À ce stade-là, les répercussions, je ne sais pas comment elle les aurait définies, elle, mais en tout cas, il se trouve qu'elle était intéressée. Pour moi, ce qui a finalement permis qu'elle puisse entendre cette information, c'est que j'ai bien insisté en fait sur le fait que ça pouvait être pour maintenant ou pour plus tard, qu'il n'y avait pas de délai, que c'était son choix et qu'elle pouvait en sortir, y entrer et en sortir à tout moment. Et en insistant là-dessus et en lui donnant l'information juste après les faits, finalement, elle me dit, bon, je vais y réfléchir pour plus tard. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. J'aimerais attendre un jugement, mais pourquoi pas après. Je m'éloigne un peu de la question qui était... qui était de savoir si la question du délai entre les dates des faits et l'information pour la JR peut-elle être reliée à l'aspect gravité. Non, mais en fait, honnêtement, non. J'aurais tendance à dire que non. J'aurais tendance à dire que non parce que j'ai vraiment eu des cas extrêmement variés d'une personne qui avait reçu un ou deux coups il y a 1 an et demi. Une personne qui avait subi des blessures extrêmement graves, qui avait été dans le coma il y a beaucoup plus longtemps, des personnes qui avaient vécu des choses beaucoup moins graves il y a moins longtemps, plus longtemps, etc. Et malgré ça, en fait, l'intérêt ne variait pas nécessairement. En fait, c'était plus à moi d'ajuster la manière dont j'apportais l'information en appuyant sur certaines garanties. Si je peux préciser quelque chose aussi, on tient nos petites statistiques sur nos précédentes sessions rencontres condamnées victimes et l'information qu'on a faite aux victimes, même si elles ne sont pas aussi détaillées que le travail que tu as fait, Guylaine. Et en général, on est sur un rapport de 1 victime sur 4 qui est contactée, qui est intéressée, qui souhaite participer à une mesure de justice restaurative à la base. Sur les violences conjugales, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on était à 1 sur 2. Et ça correspondait vraiment, ce taux, il correspond à ce que moi je ressens sur le terrain, à ce que je ressens de mes équipes quand je reçois des victimes en conjugales, de ce besoin vraiment
d'avoir une main tendue et c'est vraiment ce besoin d'accompagnement qui est encore plus important pour ces victimes de cette thématique-là. Il y a une autre question qui est assez intéressante. Alors, je vais y répondre en partie, mais je vous laisserai compléter. Il y avait, est-ce que quand vous parlez de victimes de violences conjugales, on y inclut aussi les témoins enfants victimes? Et alors, je dirais que pas forcément au niveau du Vaucluse, mais il y a déjà des médiations restauratives qui ont eu lieu entre un parent qui a commis des violences conjugales, enfin, dans le cadre, enfin, un homicide dans le cadre dans le cadre conjugal, et qui a pu avoir bénéficié d'une médiation restaurative avec l'enfant victime qui a perdu son autre parent. Donc, pour dire que oui, ça peut les inclure. Après, la question qui se pose, c'est aussi la question de l'information, je dirais, et surtout de l'identification de ces enfants victimes de ces enfants comme étant des victimes aussi à part entière et qui ne sont pas forcément directement liées à la mère. Quand je parle ici de médiation restaurative, et c'était par rapport à ce que disait Candice, c'est que la médiation restaurative, c'est permettre un espace de dialogue entre victime et auteur d'une infraction identique, la même, mais cet espace de dialogue qui peut prendre toutes les formes. Alors, il y avait la question aussi de la Convention d'Istanbul qui interdit les médiations pénales, alternatives aux poursuites, etc., dans le cadre des violences conjugales, sachant que par ailleurs, les médiations pénales ont un cadre qui est complètement différent de la justice restaurative. Et pour donner des garanties autour des mesures de justice restaurative qui sont mises en œuvre, et notamment sur les médiations restauratives, c'est que déjà, d'une part, on ne met pas en face à face des personnes victimes et auteurs systématiquement. L'espace de dialogue est protéiforme. Ensuite, on ne veut pas mettre en place des mesures de justice restaurative pour en mettre. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas à tout prix. Et ensuite, les entretiens de préparation sur la longue durée vont permettre aussi de comprendre s'il y a encore des phénomènes d'emprise qui peuvent se faire. Et si c'est encore présent chez la personne victime et chez la personne auteur, on va pas les emmener dans ces espaces de dialogue où la violence, où ce n'est pas sécurisé. Et donc, vraiment, de faire confiance aussi en la formation des professionnels, faire confiance en leur engagement, en leur déontologie, au fait qu'il y a un engagement réel auprès des personnes. Ce n'est pas un engagement auprès de la justice restaurative, mais c'est vraiment auprès des personnes. Voilà, je ne sais pas, Candice, si tu voulais compléter aussi par rapport à ça. Très bien, merci. Alors, il y avait, voilà, j'ai pas vu toutes les questions, mais en fait, on arrive à la fin. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps on n'a pas répondu certainement à toutes vos questions, mais je voulais vous remercier toutes les deux, Candice et Guylaine, de vous être rendues disponibles entre midi et deux, d'avoir pu partager votre expérience qui est très riche. J'aimerais pouvoir encore encore avoir une heure pour évoquer tout ça, mais en tout cas, merci vraiment beaucoup. On va mettre le lien de Candice de la MAV. Si jamais, si tu es OK, on mettra aussi tes coordonnées de contact. Oui, Voilà. notre site est en reconstruction, donc peut-être des difficultés à y avoir accès pendant encore quelques semaines. Donc oui, plutôt mes coordonnées si vous avez besoin d'échanger. Je me rendrai disponible avec plaisir. Ouais, vraiment, merci pour ta disponibilité. Il y a plein de gentils messages de remerciements, donc bravo. Merci à toutes les deux pour votre intervention. Puis aux personnes qui ont assisté au webinaire, merci de votre présence. On a très hâte que vous connaissiez la suite des autres webinaires qui vont avoir lieu. C'est bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une excellente après-midi et avec beaucoup de plaisir de vous revoir chacun, chacune. Voilà, merci. Merci.